Bonjour à toutes et à tous pour ce 8e webinaire sur l'impact du coronavirus dans nos établissements, Alliance française, Institut français. Aujourd'hui, nous allons parler de comment animer une communauté d'enseignants avec Rosane Joufflino, qui est directrice générale adjointe à l'Alliance française au Brésil, directrice adjointe de l'Alliance française de Rio, et avec Fabrice Petot, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France en Ukraine. Alors, je vais commencer comme à l'accoutumée par un petit tour de l'interface. Vous avez la fenêtre, la partie de la fenêtre où on apparaît. Il y a juste au-dessus de où je parle, peut-être ici, une petite cloche. Vous pouvez cliquer dessus pour la barrer et ne plus entendre le son des notifications de vos messages parce que vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Le chat qui est donc à la droite, qui sert à des échanges entre vous, à discuter. Vous pouvez vous poser des questions, répondre à vos questions. Et à côté du chat, vous avez l'onglet « Questions ». Et là, vous pouvez poser des questions pour nos intervenants.
Martin Lafitte, qui anime le chat, donc de l'Institut français, va me faire remonter les questions. Comme ça, je pourrais les poser aussi aux intervenants à la fin de leur intervention. Et à droite, il y a l'onglet sondage. Donc, vous êtes déjà une quarantaine à y avoir répondu. Et je vous invite à y répondre en nombre. Ces réponses nous sont vraiment très utiles pour mieux vous connaître et orienter nos webinaires à venir. Alors, si vous étiez présent au webinaire de la semaine dernière, qui parlait de mener une campagne de réinscription en situation de confinement, vous avez peut-être remarqué qu'à la fin, nous avons eu des petits problèmes techniques. La plateforme a craché juste à la fin du webinaire et je n'avais pas pu diffuser le témoignage vidéo de l'Alliance française de Buenos Aires. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire avec le témoignage vidéo donc, qui concernait sur comment mener une campagne de réinscription en période de confinement. Hop, je retrouve. Voilà. Bonjour, c'est Victoria. Salut, moi c'est Jimena et nous travaillons à l'Alliance française de Buenos Aires qui compte 5 centres où enseignent plus de 130 professeurs qui assurent la formation de 6500 étudiants. Cette année, nous devions démarrer la rentrée avec 2900 élèves et 98 enseignants. Notre rentrée était prévue le 14 mars, mais elle a été reportée au 1er avril. Les élèves n'ont pas eu le temps de se rencontrer en présentiel, ce qui a rendu la fidélisation des groupes plus difficile. On a créé les 5 épisodes de Francés en Casa pour assurer la promotion de nos cours sur les réseaux sociaux et pour présenter la plateforme Zoom. Nous avons choisi des étudiants ados, jeunes, adultes et seniors afin de montrer l'hétérogénéité du public dans un cadre original. Pour dédramatiser l'adaptation au nouvel outil, nous avons insisté sur la facilité de manipulation. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien. Che, Marce, activa el sonido. Fíjate el micrófono, la barra de abajo a la izquierda. ¿Lo ves? Ah, hola. ¿Me Marce, oyen? hola, sí. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien. Chicos, yo los escucho pero no los veo. ¿Qué tengo que hacer? Mirá, Cami, apretá la camarita de abajo a la derecha. Ah, perfecto. Hola, perfecto. ¿Me Hola, ves? ¿cómo están? On a voulu également illustrer la fonctionnalité de l'outil et l'intérêt de son utilisation dans les cours virtuels. C'est notre livre. Oui. C'est à vous? Oui. Bonjour, monsieur. Je voudrais des tomates. Combien? Dans un souci de rendre une image institutionnelle moins formelle, nous avons opté par transmettre une ambiance détendue, conviviale et surtout souriante. Bonjour à tous. Vous voulez prendre un petit café? Oui. Ok. Super. Tiens, Tiens, Marcelo. Tiens, Valentine. Merci. Merci. Tiens, Rimé. Les petites blagues et les rires n'ont pas manqué afin de redonner envie d'apprendre le français tout en transmettant un message joyeux dans ce contexte difficile pour tous. Profe, ¿Sí? ¿cómo se dice quédate en casa en francés? Eso. Répétez, reste à la maison. À vous? Vous pouvez répéter? Reste à la maison. À la maison. A la maison. Perfecto. Et donc, voilà pour ce témoignage vidéo de l'Alliance française de Buenos Aires que nous n'avions pas pu diffuser la semaine dernière. Donc, comme je le disais en introduction, le webinaire de cette semaine se portera sur comment animer une communauté d'enseignants en période de confinement. Et donc, nous allons accueillir Rosane Jouffrino. Bonjour Rosane.
Bonjour à tous. Et Fabrice Petot. Bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà. Nous aurons également un témoignage de l'Institut français de Prague entre les deux interventions, donc de Rosen et de Fabrice. Alors, Rosen, on va te laisser la parole pour cette première partie de webinaire. D'accord, merci beaucoup Jérôme, merci à l'Institut français de nous laisser cette opportunité de partager nos actions par rapport à cette crise inédite que nous sommes tous en train de vivre aux quatre coins du monde. Donc, je vais effectivement parler aujourd'hui de la thématique qui a été proposée par l'Institut français, à savoir animer sa communauté d'enseignants. Et je vais prendre un focus plutôt micro par rapport à mon collègue Fabrice qui présentera ensuite plutôt une vision macro pays. Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'Alliance française de Rio de Janeiro, dans laquelle je travaille depuis déjà presque 4 ans comme directrice adjointe et je suis plutôt donc en charge de la pédagogie. Alors, c'est une alliance qui est relativement grande, qui a à peu près 2500 inscrits par semestre et où l'on a la chance de travailler avec 70 enseignants. Donc, une communauté assez importante. Voilà. Alors, je voulais en fait commencer par faire deux parallèles qui me semblaient intéressants par rapport à la crise que nous vivons. Alors, je ne vais pas être très originale, je suis désolée, je vais encore parler du coronavirus, mais ça me semble un petit peu difficile de ne pas parler de l'animation des professeurs, de la façon dont on va manager nos professeurs en ce moment et les accompagner sans parler de cette crise. Et je voulais faire un parallèle, en fait, entre l'accompagnement que l'on peut apporter à nos professeurs et la courbe du changement que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, et qui montre, en fait, les différentes phases par lesquelles l'individu passe en période de crise, lorsqu'il y a une crise qui survient. Alors, au Brésil, la crise a débuté le 16, enfin, la crise sanitaire est arrivée avant, évidemment, mais les fermetures ont commencé aux alentours du 13 mars, donc un petit peu comme en Europe, finalement. On a commencé à fermer les alliances, donc l'Alliance de Rio a fermé le 17 mars et la plupart des alliances du Brésil ont fermé à quelques jours près durant cette semaine du 16 mars. Et on a pu constater, c'est pour ça que cette courbe me semblait très intéressante, on a pu constater une première phase de quelques jours où on était dans une situation de déni. Je croisais des professeurs qui me disaient, je me souviens, le samedi précédent à la fermeture, on avait déjà commencé à annoncer cette fermeture, des professeurs qui me disaient, non, mais le coronavirus, c'est pas, on n'est pas concerné, c'est plutôt pour les personnes âgées, on peut fermer une semaine et puis on reprendra nos activités normalement, ou de toute façon on ne peut pas continuer à distance, donc ce sera temporaire, etc., etc. Donc on a eu vraiment cette première phase de déni et on verra ensuite comment on a pu accompagner nos professeurs dans cette première phase. La deuxième phase, en fait, qui est la phase de remise en question, a coïncidé avec la semaine d'interruption. On a à peu près tous au Brésil suivi le même processus. On a 35 alliances au Brésil et on a eu à peu près une semaine d'interruption de cours pour pouvoir nous préparer à assurer la continuité pédagogique. Donc là, c'était vraiment la semaine de remise en question. Les professeurs ont été évidemment propulsés dans des nouveaux outils, une nouvelle modalité donc à distance. Et on a vraiment eu des témoignages d'enseignants complètement paniqués, qui remettaient complètement en cause leurs propres compétences et se disaient « mais je ne vais pas y arriver, je ne suis pas faite pour l'enseignement à distance, je ne connais pas les outils ». Alors pas tous, mais on a quand même une grande partie de professeurs qui étaient dans cette remise en cause. Et est-ce que je vais réussir à travailler chez moi avec mon matériel, avec mes enfants à côté, ma vie de famille, ma maison, etc. Donc là, ça a été, on verra, une période où il a fallu accompagner plutôt sur le socio-affectif. La troisième étape, c'est peut-être l'étape dans laquelle nous sommes encore et qui est le point critique.
C'est-à-dire que là, on est à peu près au milieu du confinement, même si au Brésil, on n'a pas encore de date vraiment précise de déconfinement parce que c'est un État fédéral qui fonctionne différemment qu'un pays non fédéral et beaucoup plus centralisé. Mais là, on sent au sein des professeurs une certaine lassitude, une certaine impatience, une certaine fatigue. Certains sont aussi débordés parce que de devoir cumuler travail, famille et autres tâches ou autres travail parfois ou études, ça commence à tirer. Et on a évidemment aussi des professeurs qui commencent à sentir les effets directs de cette crise sanitaire, malheureusement, de personnes contaminées auprès d'eux, de proches, de familles. Donc là, on est dans une période, je pense qu'on est dans cette période de point critique. Normalement, quand on est au plus bas de la vague comme ici, on a ensuite une période de sortie de crise, de remobilisation, qui pourrait correspondre, alors on n'y est pas encore nous, au Brésil, et peut-être pas encore d'ailleurs dans la plupart des pays, sauf en Asie où il y a un écart, un décalage de temps. Donc il y a cette période de remobilisation. Et là, c'est le début du déconfinement. Donc là, on commence normalement, enfin on espère que nos professeurs normalement commencent un peu à sortir la tête de l'eau et commencent à se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette période ? Quelles sont les compétences que j'ai acquises et que je vais pouvoir réinvestir pour la suite lorsqu'on va vraiment sortir de cette crise ou en tout cas reprendre un rythme un peu plus normal et qu'est-ce que je vais pouvoir capitaliser pour en sortir grandi. Voilà. Et puis la cinquième phase qui est la phase normalement d'engagement où là on est véritablement sorti de la crise, on est dans un nouveau modèle. Ce n'est plus le modèle d'avant, les choses ont changé, la crise est passée par là, a fait évoluer des choses là, normalement, on est dans quelque chose de plus positif, plus vertueux. Donc, je n'ai pas mis de date pour la sortie de crise parce que c'est encore très incertain, mais on y arrivera. On arrivera à un après qui sera certainement moins angoissant et moins incertain. Je voulais faire un deuxième parallèle, donc en plus de cette courbe, de ce parallèle entre la crise que nous vivons et la crise, la courbe de changement, on peut aussi utiliser les 4 plans qui ont été mis en évidence par Jacques Rodet dans le champ des interventions des tuteurs à distance. Je trouve que c'est un parallèle intéressant puisque Jacques Rodet montre que quand un professeur enseigne à distance, il va être obligé de mobiliser différents plans d'intervention. Donc, vous voyez ici le plan cognitif où finalement, c'est ce qu'on a déjà l'habitude de faire lorsqu'on accompagne nos professeurs. On les forme au niveau technique, au niveau pédagogique. On les renseigne, on leur donne toutes les informations nécessaires pour l'organisation administrative des cours. Et on a aussi d'autres plans et qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui avec la crise que l'on est en train de vivre, notamment les plans socio-affectifs. Il faut évidemment lutter contre l'angoisse, faciliter le travail en autonomie et à distance, mais en même temps faciliter la collaboration. Donc faire en sorte que les professeurs travaillent ensemble, mais puissent travailler de chez eux avec tous les outils nécessaires. On a le plan motivationnel. Là, vous verrez qu'on le fait surtout intervenir, évidemment, en bas lorsqu'on est au creux de la vague, c'est-à-dire en ce moment. Lutter contre l'isolement et le décrochage, c'est-à-dire cette lassitude qui fait que les professeurs n'ont peut-être plus envie de s'investir comme au début. Maintenir la motivation, donc, et encourager, féliciter. Et puis, on a un plan métacognitif qui va être là plus pour la sortie de crise, vous le verrez, où on va essayer de faciliter la planification et la sortie de crise. Et on va essayer aussi de stimuler l'auto-évaluation, la prise de recul critique vis-à-vis de tout ce qui s'est passé et évaluer les acquis des professeurs pour pouvoir élaborer un plan pour l'après. Donc ça me semblait intéressant de faire le parallèle entre les différentes périodes d'une courbe de changement et qu'est-ce qu'on va mobiliser comme accompagnement et comme plan. Alors, j'ai fait quelques petites modifications sur les 4 plans. Les plans présentés par Jacques Rodet sont disponibles en ligne et vous pouvez les retrouver facilement. Alors, si on reprend nos différentes phases, je vous disais tout à l'heure que la première phase, c'est celle du déni. Alors,
qu'est-ce que l'on va plutôt et qu'est-ce que l'on a essayé de privilégier à Rio, à l'Alliance française de Rio et dans d'ailleurs d'autres alliances aussi du Brésil, parce qu'on a à peu près tous suivi le même processus. C'est une période où il faut informer, faire comprendre et être transparent, donc faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire ne pas affoler les professeurs plus que déjà l'angoisse qu'ils peuvent ressentir, mais il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience que ça va durer, que non, l'Alliance ne fermera pas quelques jours, elle va fermer certainement plusieurs mois. Donc nous, on a essayé dès le départ d'être transparent, de ne pas mentir, tout en essayant aussi d'apporter sur le plan socio-affectif justement des clés pour rassurer. Donc on a envoyé beaucoup de mails dans cette période, des mails assez formels qui venaient de la direction pédagogique, de la direction générale. On a tout de suite créé des groupes WhatsApp pour permettre aux enseignants entre eux de communiquer de manière instantanée. WhatsApp est un outil qui est utilisé énormément au Brésil. Donc, c'est le canal de communication vraiment privilégié. Et on a tout de suite déployé un nouveau calendrier et essayé, parce que même nous, on n'en était pas encore, c'était pas encore tout à fait ficelé, mais on a essayé de tout de suite communiquer sur le nouveau dispositif de cours à distance que l'on allait mettre en place. Voilà, donc là, on est sur le plan cognitif, former, donner des informations administratives, mais aussi sur le plan socio-affectif. La deuxième phase qui a correspondu à cette semaine d'interruption où il a fallu former nos professeurs en vitesse grand V, hein, c'était du jamais vu, je pense qu'on l'a tous vécu, on a propulsé nos professeurs dans le e-learning, dans le à distance. Les types, alors là, on était dans une période avec des réactions d'angoisse, d'incertitude, de perte de repères, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, l'animation que l'on a essayé de privilégier, ça a été de rassurer, de mobiliser, d'outiller, de former. Alors là, former, évidemment, en période, enfin, en modalité accélérée, et puis de fédérer. On s'est vite rendu compte à l'Alliance de Rio, nous on a 75 professeurs, on ne pouvait pas former individuellement nos 75 professeurs, c'était absolument impossible. Donc on a très rapidement pris conscience qu'il fallait utiliser au maximum l'entraide entre les professeurs et faire en sorte que les professeurs les mieux formés, ou ceux qui étaient les plus à l'aise dans les nouvelles technologies, puissent aider ceux qui étaient peut-être un peu moins à l'aise. Donc on a créé rapidement des groupes de travail où on leur a expliqué qu'il fallait simuler des classes. Donc, ils ont simulé entre eux des cours pour tout de suite prendre en main la plateforme. Donc, on a une plateforme, nous, à l'Alliance française, pour le réseau des Alliances françaises du Brésil, qui s'appelle Espace virtuel Alliance française, auquel on a ajouté, évidemment, comme beaucoup d'alliances et d'instituts, l'outil en visio Zoom. Donc, on les a propulsés dans Zoom par petits groupes de 5 et on leur a dit, voilà, vous simulez des classes, des cours entre vous et vous vous fouinez dans Zoom et vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. En parallèle, on a évidemment fait aussi des réunions virtuelles avec eux, mais on les a aussi beaucoup fait travailler ensemble. On a aussi doté certains professeurs d'équipements à domicile. Donc ça fait partie aussi du plan socio-affectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les professeurs travailler sans être outillés. Ce n'est pas possible, ça fatigue très vite et c'est épuisant psychologiquement de travailler avec du matériel qui ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas hésité à même retirer des ordinateurs qui étaient à l'équipe administrative à l'Alliance pour les fournir aux professeurs. Et on a créé évidemment un espace collaboratif de travail où on a pu déposer tout le matériel qu'on a commencé à préparer. Et on a aussi voulu un accompagnement, ce qu'on a appelé VIP pour nos professeurs. C'est-à-dire qu'en début de cours, bon là, je déborde un petit peu sur la phase suivante, en début de chaque cours, de chaque premier cours, on envoyait un message personnalisé à chaque enseignant pour lui dire, voilà, si tu as un problème, on est là, je suis là, contacte-moi, même si ton cours finit à 21h, ce n'est pas grave, et tu vas y arriver, ça va aller, etc. Donc, un espèce de petit coaching en début pendant la première semaine de cours. La troisième phase, qui est la phase, je dirais, dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est un peu la phase d'impatience, de lassitude, de démobilisation. Alors évidemment, peut-être pas chez tous nos professeurs, mais certains sont vraiment fatigués. Et là, on va rentrer vraiment dans le plan motivationnel.
Donc, il va falloir encourager, féliciter déjà pour tout ce qui a été fait, le parcours déjà accompli, continuer à rassurer, motiver et maintenir et renforcer la collaboration entre les professeurs pour éviter l'isolement, justement. Et continuer à développer les compétences. Donc là, on a mis en place depuis 2 semaines des rencontres pédagogiques 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd pour l'équipe de coordination pédagogique avec laquelle je travaille, que je salue et je remercie si elle me regarde. Mais c'est nécessaire, 1, pour continuer à former et 2, pour éviter l'isolement. Donc on oblige un petit peu nos professeurs à se connecter 2 fois par semaine pour se voir, pour échanger et pour continuer à se former. On a demandé à certains professeurs aussi de créer des petites capsules pour alimenter nos réseaux sociaux. Donc ça permet de les valoriser, de mettre en avant l'importance du professeur dans l'Alliance aujourd'hui et de les mettre, de les valoriser. On a décidé aussi de mettre en retrait certains, je ne parle pas de licenciement, hein, je parle de les mettre, de leur enlever des cours pour qu'ils puissent avoir une pause, avoir le temps de se former, notamment les professeurs qui ont de plus de difficultés avec les nouvelles technologies et qui commençaient vraiment à fatiguer. Donc parfois, on a décidé d'alléger les emplois du temps. On a décidé de remettre aussi une infolettre que l'on envoyait, qu'on avait laissée en stand-by avec évidemment l'arrivée de cette crise. On va renforcer l'information, renforcer la continuité culturelle. Alors, c'est un mot que j'ai inventé. Je me suis dit qu'on parlait de continuité pédagogique. Pourquoi pas parler de continuité culturelle? On va essayer d'investir beaucoup plus là-dessus pour montrer que la culture, c'est une grosse bulle d'oxygène aussi et ça permet de rester mobilisé. Voilà. Et puis, on va renforcer aussi l'outil, la plateforme IFProf, dans laquelle le réseau brésilien est entré il y a peu de temps. Donc là, vous voyez que le plan motivationnel est extrêmement important quand on est dans le creux de cette vague. Alors, la remobilisation, je dirais qu'on n'y est pas encore, mais on commence déjà, on essaye de commencer à la préparer dès maintenant, puisqu'à un moment donné, il va falloir quand même proposer une sortie de crise. On ne va pas rester chez nous avec tous nos cours à distance jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas envisageable. Donc là, on va rentrer dans une animation un peu différente. On va essayer d'évaluer nos professeurs davantage, de diagnostiquer les acquis, planifier donc la sortie de crise, essayer de les impliquer dans cette planification, les professeurs, et essayer de les pousser à réfléchir et à avoir une analyse un petit peu réflexive de leur pratique. Donc, on va donc évaluer, essayer aussi de tirer les leçons apprises de tout ce qu'on a fait pendant cette crise. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il va falloir évidemment qu'on sonde, qu'on analyse les besoins de nos apprenants, que l'on fasse un sondage. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous voulez continuer à distance? Est-ce que vous voulez revenir à l'Alliance? Tout ça, l'implication des professeurs, je pense, est nécessaire. Ça fait partie aussi de leur rôle puisqu'ils sont en première ligne avec les professeurs, avec les apprenants, et commencer à former à une nouvelle offre de cours. Parce que, comme vous le savez, j'imagine que c'est la même problématique partout, également chez vous, on sait que l'après ne sera pas comme avant. Il y a une crise profonde qui est passée par là, donc notre offre de cours sera forcément modifiée. Et donc, ça m'amène à l'après. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Cette sortie de crise, ce fameux engagement que l'on espère ressentir auprès de nos équipes enseignantes, il va falloir qu'ils s'adaptent à nouveau à un nouvel environnement. Comme je le disais, une nouvelle offre de cours, ce ne sera pas comme avant. On aura des élèves qui vont vouloir continuer à distance, donc il va falloir leur proposer quelque chose. On va certainement aller sur des parcours beaucoup plus hybrides. Certainement un nouveau modèle économique, puisque le e-learning ou l'hybridation, c'est un nouveau modèle. Donc là, par exemple, dans le réseau des Alliances françaises, on a lancé un grand groupe de travail sur ça, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme offre nationale sur un cours hybride qu'on va pouvoir héberger sur nos plateformes. On est en train aussi d'essayer de pousser les professeurs à essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'est leur métier aujourd'hui et quel impact va avoir cette crise sur leur métier. Voilà. Et pour eux, donc, il y a aussi l'enjeu d'accompagner les apprenants. C'est-à-dire que eux, évidemment, doivent
passer par ce changement, cette conduite du changement, mais ils doivent aussi essayer de conduire les apprenants vers le changement et ils ont un rôle essentiel là-dedans. Et évidemment, adapter leurs compétences. Donc, on essaye aussi de favoriser l'auto-formation des professeurs, les pousser à se former de plus en plus aussi par eux-mêmes. Il y a énormément de webinaires de MOOC qui sont de qualité variable, mais il y a des bonnes choses. Et on essaie de les orienter pour leur faire comprendre en fait que leur rôle va aller de plus en plus vers celui de tuteur et de médiateur. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, une voie qui aujourd'hui a été accélérée par la crise. Et c'est pour ça que les 4 plans de Jacques Rodet me semblaient aussi intéressants parce qu'ils vont devoir aussi eux-mêmes avoir ce rôle de tuteur et actionner ces différents plans auprès de leurs apprenants. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai aussi choisi de demander à un professeur de l'Alliance de Rio de faire un petit témoignage personnel. Donc, on va lancer maintenant une vidéo d'Arthur Lobo, qui est professeur donc, de français langue étrangère à l'Alliance de Rio. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis enseignant à l'Alliance française de Rio. Depuis le 23 mars, j'assure des cours à distance à cause du confinement. Au début, ce n'était pas du tout évident parce qu'on n'a jamais travaillé comme ça. Mais la coordination pédagogique nous a fait travailler en groupe, ce qui nous a énormément permis de nous entraider. Et quand on travaille avec des collègues comme ça, on est beaucoup plus à l'aise et on se sent moins jugé, surtout face à une nouvelle modalité de travail. Et la création de ces groupes-là a été importante non seulement pour nous permettre d'échanger avec des collègues, à découvrir cette nouvelle plateforme, mais aussi à nous rassurer en ces temps assez difficiles que nous traversons. L'Alliance française de Rio a 10 filiales, du fait qu'on ne connaît pas tous les collègues, on ne se croise même pas, on ne travaille pas dans les mêmes filiales, mais on se sert pas mal de réseaux sociaux, ce qui nous permet d'être en contact. Nous utilisons déjà beaucoup WhatsApp, nous avons beaucoup de groupes sur WhatsApp, des groupes qu'on crée soit par affinité, soit par centre pour lesquels on travaille, mais qui se montrent aussi utiles à ces moments-là, c'est-à-dire cette manière de rester en contact avec les collègues. Et les groupes de travail, ils ont aussi cette fonction, c'est-à-dire qu'ils nous permet de changer, de découvrir et explorer la nouvelle plateforme, mais aussi d'être toujours en contact. Et ça m'a permis aussi d'aider énormément des collègues que je ne connaissais même pas. Il y a certains qui sont un peu plus âgés, qui ne se débrouillent pas très bien en informatique, voilà, qui appartiennent à notre génération. Donc, grâce à ces groupes-là, proposés par la coordination, j'ai connu pas mal de collègues et je continue voilà, à les aider. On continue à faire de rencontres au-delà de ce qui ont été proposés par la coordination. Donc voilà, ça change notre manière de travailler, ça change les contacts avec des collègues, mais malgré tout ce qu'on vit maintenant, ces contacts-là, même que virtuels, se montrent assez positifs. Merci. Merci Rosen et merci à Arthur de ce témoignage. Donc je vous propose de revenir. Là, il y a quelques questions qui remontent donc, suite à l'intervention de Rosen, mais Fabrice, si tu souhaites y répondre, n'hésite surtout pas. Alors déjà, un grand merci pour cette présentation. Je pense que de voir comment l'Alliance française de Rio prend soin de ses enseignants, vous allez recevoir un certain nombre de candidatures spontanées. Il y a, alors dans les questions, est-ce que l'équipe de Rio était déjà formée
pour donner des cours en ligne. Et j'ajouterais peut-être quelque chose de complémentaire. Est-ce qu'il y a eu une différence sur l'accompagnement en fonction des 4 plans qui étaient exposés entre les enseignants qui étaient déjà formés et ceux qui ne l'étaient pas? Alors, je dirais que nous étions. J'ai parlé tout à l'heure d'une plateforme donc de type LMS que l'on a mis en place en janvier. Donc, c'était 2 mois avant le début de la crise. Donc, non, on ne peut pas dire que nos professeurs étaient formés à l'enseignement à distance, surtout à 100% synchrone comme ça. Non, ils n'étaient pas formés. Certains étaient à l'aise avec les nouvelles technologies, donc ça a été assez rapide. Mais non, nos enseignants n'étaient pas formés, donc il n'y a pas eu finalement de différence entre ceux qui savaient et ceux qui n'étaient pas encore outillés ni formés. Voilà. Donc finalement, ça a été une formation pour tous les enseignants. Et là, on va rentrer finalement aussi dans une deuxième phase de formation parce que la première phase, c'était vraiment d'assurer une continuité pédagogique, hein, comme tout le monde, d'essayer de garder un face-à-face pédagogique avec les élèves. Donc ça a été rapidement atteint, hein, puisqu'avec Zoom, une fois qu'on sait utiliser l'outil, c'est à peu près assuré. Là, on essaie de rentrer dans une deuxième phase où on va essayer d'augmenter l'interactivité, de médiatiser davantage le cours. Donc, ne pas faire seulement du face-à-face en synchrone, mais aussi parfois d'alterner et de faire beaucoup plus de collaboratif. Donc ça, c'est la phase dans laquelle nous sommes, où certains professeurs vont aussi très rapidement, on l'ont fait très très vite. Et puis on va entrer dans une troisième phase, justement, avec certainement l'entrée dans l'arrivée d'une nouvelle offre de cours qu'il va falloir définir très rapidement, c'est qu'on va aller vers l'hybridation. Donc il va falloir que nos professeurs soient formés à un petit peu la scénarisation, la médiatisation des contenus et le tutorat. Et ça, c'est la phase dans laquelle on se prépare et qu'il va falloir là former assez rapidement aussi. Donc, si vous voulez, c'est en 3 paliers. Mais les 4 plans que j'ai présentés, finalement, interviennent à chaque fois. Il n'y a pas de différence par rapport aux compétences en elles-mêmes des professeurs. D'accord. Et sur la formation, parce que donc c'est une question qui est revenue, enfin c'est central. Est-ce qu'il y avait des enseignants vacataires et comment ça a été du coup géré est-ce que ces enseignants vacataires étaient rémunérés pendant ces périodes d'auto-formation? Comment on a géré ça? La question salariale en fait. Alors, en fait, tous nos professeurs sont contractualisés, ne sont pas vacataires. Ça, c'est une particularité du réseau, d'ailleurs, brésilien des Alliances. Nos professeurs sont tous sous contrat de type équivalent CDI, hein, avec un nombre d'heures fixe. Et donc, ce problème ne se pose pas. Ils suivent les formations. Ça fait partie aussi de la dynamique, de leur temps de travail, que de participer à ces formations. Voilà. Et on demande de toute façon aussi aux professeurs d'investir un peu de temps personnel, hein, nécessairement, pour se former, parce que c'est une période très spéciale où il faut vraiment mettre le paquet, entre guillemets, sur la formation. On a aussi une chance, c'est que beaucoup de professeurs perdaient énormément de temps à se déplacer dans nos filiales. Et je pense que le temps, il y a beaucoup de temps qui a été aussi gagné grâce à ça, grâce au fait de rester chez soi, et qui, quelque part, ce temps a pu être réinvesti aussi dans la formation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des réticences sur le passage à l'enseignement virtuel et du coup, comment les surmonter? Alors, il y en a eu, mais très peu. Justement, dans cette phase, je parlais de cette phase de remise en question. Hein, ça a été la phase de déploiement pendant la semaine où on a dû en accélérer, convertir tous nos cours en distanciel synchrone. Là, on a eu des réactions de découragement de certains professeurs. On sentait que certains professeurs étaient en grande difficulté, en grande fragilité. Mais globalement, on a eu aussi des professeurs qui ont eu un peu une réaction de rejet aussi des outils. Mais globalement, c'est ce qu'on retient aussi, c'est une mobilisation extrêmement forte des professeurs
une entraide extrêmement vive entre eux. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Et je pense que beaucoup de collègues l'ont noté. Hein. Je l'ai entendu dans plein de contextes. Une mobilisation, vraiment les professeurs ont joué le jeu et se sont très rapidement mis à la prise en main des outils, parce que je pense qu'aussi on avait communiqué en amont et on avait bien insisté sur le fait que la période allait durer et qu'on n'avait pas le choix et que c'était une crise qui nous tombait dessus et que de toute façon, voilà, il n'y avait pas le choix, il fallait s'y mettre et que c'était aussi notre seule façon de survivre et de continuer à travailler tous et à faire en sorte que l'Alliance continue à assurer son activité sur la durée, au moins, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Avant de passer donc à l'intervention de Fabrice, je souhaiterais diffuser le témoignage donc de l'Institut français de Prague, qui a mis en place des cafés pédagogiques. Bonjour, je suis Hélène Buisson, attachée de coopération pour le français à l'Institut français de Prague. Nous tenions à partager avec vous une pratique que nous avons mis en place ici en République tchèque depuis le mois de mars dernier. Il s'agit des cafés pédagogiques. Le principe est assez simple. Chaque vendredi à 14 h, nous proposons aux professeurs de français de toute la République tchèque de nous rejoindre sur un Zoom avec un café ou un thé. C'est l'occasion d'échanger sur les pratiques pédagogiques, l'enseignement à distance bien sûr, qui a pris tout le monde de court parfois, et également de mettre en valeur certains outils, certaines plateformes qui peuvent aider les enseignants dans l'animation de leurs cours à distance. Les profs qui ont envie se réunissent lors d'un rencontre virtuelle et on parle des actualités concernant l'enseignement à distance et nos outils que nous trouvons pratiques, que nous utilisons. Grâce au webinaire, j'ai pu découvrir des nouvelles applications, de nouveaux outils, par exemple l'appli BDNF. Il y a toujours un formateur ou quelqu'un qui anime le débat, qui lance des idées intéressantes et nous écoutons, et puis à la fin de la réunion, on peut soit proposer nos propres idées, soit poser des questions supplémentaires. À la fin de chaque café pédagogique, nous leur envoyons un récapitulatif reprenant toutes les ressources, les outils, les informations que nous avons pu échanger lors de notre rencontre. Nous mettons également ces récapitulatifs à la disposition des professeurs des 6 alliances françaises de République tchèque, puisque la plupart des thèmes que nous évoquons peuvent leur parler, notamment lorsque nous avons évoqué la plateforme Culture Tech. Ce qui est important également avec les cafés pédagogiques, c'est que selon les thématiques bien sûr abordées, cela nous permet de travailler en transversalité avec les autres services de l'Institut français de Prague, avec le bureau du livre par exemple pour évoquer Culture Tech, bénéficier également de l'expertise du service des cours et des alliances françaises lorsqu'on évoque par exemple le sujet des manuels de FLE, et puis bien sûr la communication, le service de communication nous aide particulièrement chaque vendredi durant les cafés pédagogiques pour animer ces rendez-vous et également apporter quelques bulles récréatives aux professeurs de français qui eux aussi ont besoin de se distraire. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'enthousiasme et l'optimisme partagé par l'équipe de l'Institut. Merci. C'est une rencontre très conviviale. J'ai toujours hâte d'être vendredi à 14 h pour pouvoir voir mes collègues et pour pouvoir échanger des idées très intéressantes. Les cafés pédagogiques sont donc apparus comme une solution simple, efficace et très conviviale pour continuer à nous voir, à partager et à échanger entre nous. Donc un grand merci à l'Institut français de Prague pour ce témoignage vraiment intéressant et une belle initiative à mon avis qui peut être reproduite. Avant l'intervention de Fabrice Petot, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France en Ukraine, je vais vous redemander de répondre au sondage si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, une fois de plus, les réponses du sondage nous sont très utiles. Alors, maintenant, place à Fabrice, qui va nous parler de ce qui a été mis en place en Ukraine. Fabrice, à toi.
Oui, bonjour à tous, enfin rebonjour. Je remets la présentation au début. Bien, bizarre. Excusez-moi. Voilà. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de l'Institut français de Paris de nous avoir invités, tous les deux avec Rosen, de témoigner sur ce que l'on met en place dans nos pays respectifs. Alors, j'imaginais pas, il y a 1 mois et demi, quand on a eu les premiers webinaires de l'Institut français de Paris, qu'on allait être à ce niveau déjà d'organisation et de travail ici en Ukraine. Et je vois que dans tous les pays, il y a à cause de la crise, en fait, une mobilisation, une montée en compétences qui est significative et qui, je pense, doit nous rassurer et nous interroger positivement par rapport à la santé du réseau éducatif et culturel. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui est mené en réseau national, c'est-à-dire que je ne me place pas au niveau d'une école de langue en particulier, mais du point de vue d'un réseau national d'écoles, Institut français et Alliance française en Ukraine. Nous avons un Institut français à Kiev et des alliances françaises en région, 6 alliances françaises actives pour des enseignements de langue, une association partenaire aussi qui travaille avec nous en ce moment pendant cette phase de travail. Alors, je voudrais simplement dire que effectivement tout ce que l'on a mis en place a été mis en place collectivement, c'est-à-dire entre l'Institut français et les alliances françaises. Chacun a sa marque et travaille avec ses propres outils. Mais effectivement, nous avons souhaité nous mobiliser en réseau national pour mettre en place un accompagnement des professeurs et une formation des professeurs. Donc, nous sommes partis de zéro, nous avons subi la crise, qu'une possibilité d'anticiper, puisque du jour au lendemain, nous avons dû fermer les écoles et basculer de cours en présentiel à des cours à distance, avec une réalité d'un réseau de professeurs qui n'avaient que peu d'expérience pour l'enseignement à distance. Quelques professeurs ont de leur côté une expérience dans le cadre de leur activité à l'université ou dans le cadre du dispositif Profleu comme tuteur, mais globalement, les professeurs, les 110 professeurs des alliances françaises et de l'Institut avaient que d'expérience. Également, les écoles de langue que nous avons en Ukraine ont très peu, voire pas du tout d'offres de cours à distance, si ce n'est quelques cours Skype, plutôt des cours individuels, des cours en visio, donc pas d'offres structurées de cours en ligne. Ceci dit, on a pu s'appuyer sur un réseau structuré, puisque nous travaillons en réseau Institut français, Alliance française, dans tous les domaines d'activité, de notre activité culturelle et éducative, ce qui veut dire qu'on avait déjà l'habitude de travailler ensemble, avec des outils de travail, et donc il a été facile de se mettre en ordre de marche et de mobiliser les uns et les autres, directeurs d'Alliance française, responsables des cours et professeurs, pour basculer vers le présentiel. Alors, on a suivi, en fait, on n'a rien inventé, on a essentiellement suivi les propositions qui étaient faites par nos collègues qui avaient déjà affronté la crise avant nous, et les propositions qui sont venues aussi des témoignages qu'on a pu entendre dans le cadre des webinaires organisés par l'Institut français de Paris. Donc, l'idée, ça a été d'organiser très rapidement la continuité pédagogique. Du jour au lendemain, on a basculé de cours à distance en cours en présentiel, sans avoir le temps de réfléchir à des modalités particulières. L'idée, ça a été très simplement de se dire qu'on allait expérimenter, tâtonner ensemble, et que la compétence, elle viendrait de la mutualisation et de l'expérience de chacun.
C'est-à-dire que toutes les ressources, toutes les propositions, tout ce que l'on pourrait mettre en place pour accompagner nos équipes de professeurs dans les écoles viendrait des professeurs et de leur pratique. C'est-à-dire que nous avons au départ pas fait le choix d'imposer des outils, d'imposer des plateformes, mais nous sommes partis plutôt d'expérimenter différents outils et ensuite, sur la base des outils expérimentés, de voir ce que l'on pouvait formaliser ou proposer à l'ensemble du réseau de façon un peu plus organisée. Donc le travail qu'on a mis en place depuis l'Institut français, avec la coordination des langues françaises en Ukraine, c'est un travail pour accompagner les équipes de professeurs dans les écoles de langue. Donc essentiellement un travail d'outillage, moins centré sur le professeur et son vécu au quotidien, mais davantage sur les outils qu'on pourrait mettre à disposition pour faciliter le travail des équipes, et notamment des directeurs et des responsables de cours. Donc à la fois un outillage technique, un outillage pédagogique, bien sûr. Alors comment on a structuré un petit peu notre travail? On a mis en place d'abord une première étape pendant 10-15 jours, un accompagnement des équipes dirigeantes des écoles de langue. On a constitué un petit réseau de formateurs, une vingtaine de cadres, qui ont été mis en travail collectif, avec des réunions de travail régulières, pour essayer de partager l'expérience et de voir quelles seraient les orientations qu'on pourrait avoir. On a mis en place une réunion de coordination hebdomadaire au niveau de la tête de réseau pour effectivement orienter en début de semaine le travail d'accompagnement des professeurs. Nous avons le choix de proposer des tutoriels sur les outils qui étaient proposés aux enseignants. Alors, avec des tutoriels que nous sommes allés chercher qui existaient, mais aussi un souhait de vouloir produire des tutoriels localement pour essayer de montrer aux professeurs qu'effectivement, ce n'était pas simplement quelque chose qui venait d'ailleurs, mais une appropriation par les équipes de professeurs. Des diaporamas que nous avons très rapidement abandonnés, qui étaient chronophages à constituer, et bien sûr des vidéos. Nous enregistrons toutes les activités que nous mettons en place, les ateliers, les webinaires, qu'ils soient techniques ou pédagogiques. En parallèle des rencontres type atelier ou webinaire, nous avons mis en place du coaching individuel, c'est-à-dire des moments où les professeurs pouvaient se manifester auprès d'experts sur des pratiques particulières ou des outils particuliers. Bien sûr, pour accompagner tout ce travail, on a choisi d'utiliser certains outils de suivi, on va dire. Donc, nous avons lancé un Padlet, où nous avons pu référencer l'ensemble des outils que nous mettons à disposition des équipes pour accompagner les professeurs. On a fait le choix tout de suite aussi d'ouvrir un groupe sur ApoLearn pour diffuser aussi les outils aux formateurs pour qu'ils puissent les utiliser et qu'ils puissent s'approprier cette plateforme, étant donné que nous n'avons que peu d'expérience ici en Ukraine sur l'enseignement à distance et l'utilisation de ce type de plateforme. On a créé une chaîne YouTube, on a utilisé une chaîne YouTube qui existait, je vous la montrerai, qui nous a permis d'héberger les tutoriels, les vidéos des ateliers que nous mettons en place, et un usage d'IFProf aussi pour l'animation du réseau de professeurs, mais là de façon beaucoup plus large sur toute l'Ukraine, les professeurs également des écoles et des universités. J'y reviendrai en fin de présentation. Chaque début de semaine, nous commençons par informer effectivement nos contacts, nos différentes écoles et les directeurs et les formateurs pour effectivement leur donner les échéances des événements de la semaine et leur faire un compte rendu de ce qui s'est passé la semaine précédente avec le bilan et les différents ateliers ou différents tutoriels qui ont pu être produits. Donc simplement pour illustrer mon propos, donc on a créé un groupe qu'on a appelé réseau IF en Ukraine sur ApoLearn, dans lequel on verse en fait les différents événements, les différents rendez-vous auxquels les professeurs, avec les directeurs et les coordonnateurs pédagogiques avec leurs équipes auxquels ils peuvent participer, des documents de travail aussi sur lesquels qu'ils peuvent utiliser pour
pour organiser, mobiliser leurs équipes. Alors, on a créé un Padlet, tout le monde connaît le Padlet, qu'on a voulu comme un outil où on recense l'ensemble, alors pas simplement l'ensemble des outils ou des productions que l'on a faites, que l'on fait, mais aussi des outils qui sont proposés par d'autres, l'Institut français de Paris, et bien sûr, mais aussi tous les partenaires habituels, les éditeurs. Donc, avec des outils à disposition, tous les outils à disposition des professeurs et des formateurs, des outils de partage, outils de communication, de visio, communication synchrone et asynchrone. Bien sûr, ApoLearn, avec l'ensemble du matériel que l'on peut trouver sur ApoLearn pour se former, des pistes pédagogiques pour accompagner les professeurs dans l'amélioration de leurs compétences et notamment ce que Rosen expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que simplement, à un moment donné, le professeur doit réfléchir à comment il va davantage peut-être introduire d'interaction dans la classe, comment il peut aussi utiliser différemment organiser différemment sa séance avec des temps de travail. Donc là, on essaye de proposer des pistes. La chaîne YouTube que l'on a utilisée et que l'on utilise toujours pour diffuser les ressources que l'on met à disposition des professeurs, c'est une chaîne YouTube qui a été lancée pour promouvoir la francophonie en Ukraine et qu'on a utilisé tout naturellement pour y verser toutes les publications qu'on a. Alors, on a été assez surpris de l'intérêt qu'il y a eu sur ces vidéos, qui sont des vidéos publiques, hein, vous pouvez y accéder sur YouTube, francophonie en Ukraine, avec un nombre important de vues sur certaines vidéos. La première vidéo qu'on a faite, Zoom prise en main, a plus de 15 000 vues. C'est assez surprenant de voir que, effectivement, ces publications qu'on a faites, ces productions d'outils qu'on a faites, sortent du réseau d'Ukraine parce que ça concerne beaucoup plus largement certainement d'autres milieux professionnels aussi. Parmi les tutoriels, s'agissant des tutoriels qu'on a fait, on a essayé justement d'envisager des fonctionnalités, comment on pouvait accompagner les professeurs pour bien prendre en main les outils, mais aussi diversifier leur pratique de classe, intégrer le partage d'écran, donc aller chercher des outils à l'extérieur et pas simplement être dans un usage de Zoom en visioconférence, utiliser les fonds d'écran effectivement pour un usage pédagogique. Voilà, donc ces tutoriels sont orientés avec chaque fois, à la fois pour une prise en main technique, mais aussi vers un usage pédagogique en classe. Depuis 1 mois et demi, on a mis en place 8 ateliers. D'abord des ateliers tournés effectivement vers les formateurs et très rapidement vers les professeurs. Et les professeurs ont la possibilité de participer à ces ateliers de manière volontaire ou alors organisée en Alliance française avec les directeurs et les coordinateurs pédagogiques, mais c'est un outil qu'on propose pour tous les professeurs d'Ukraine, avec l'idée de mobiliser des professeurs qui ont une expérience particulière. C'est-à-dire que tous ces ateliers sont animés par des professeurs ou des formateurs d'Ukraine qui ont une expérience à partager. On enregistre ces ateliers et on les met à disposition sur la chaîne YouTube. Donc, les professeurs qui ne peuvent pas assister aux ateliers, comme c'est le même principe que les webinaires de l'Institut français de Paris, qui ne peuvent pas assister en direct, ont la possibilité de les voir en rediffusion. Parfois, nous montons aussi les ateliers, nous séquençons les ateliers pour en faire des formats un petit peu plus courts et plus accessibles pour les professeurs. Depuis le début de la crise, donc 10 tutoriels, 8 ateliers, un envoi hebdomadaire d'une programmation pour accompagner les équipes, plus d'une vingtaine de webinaires proposés, parce que dans notre programmation, nous intégrons aussi les webinaires proposés par d'autres opérateurs éducatifs. Alors, par rapport à l'avancée du travail, on en est à la phase peut-être point critique pour mobilisation, dans la présentation de Rosen tout à l'heure, en sachant qu'effectivement, on a maintenant la totalité des professeurs qui sont formés, qui utilisent les outils, qui ont une réflexion pédagogique, qui avaient des besoins, effectivement, qui exprimaient des besoins au départ
très technique d'utilisation. Maintenant, on est plus sur une réflexion pédagogique. On a globalement des équipes, des professeurs qui maîtrisent très bien l'utilisation des outils de visioconférence pour mener un cours en synchrone. L'idée, c'est de réfléchir à comment on peut faire monter maintenant nos professeurs sur des plateformes type ApoLearn pour essayer de penser à l'après, effectivement, et structurer une offre de cours en ligne. Voilà. Donc, toujours avec l'idée de proposer un accompagnement des équipes et des professeurs pour une montée en compétences. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'offre structurée en ligne, on est dans cette phase de la réflexion. Alors, ce que je vous propose, c'est, avant de finir sur 2 petits points par rapport à IFProf et francophonie en Ukraine, est-ce qu'on pourrait lancer, Jérôme, la vidéo d'exemple on a fait un petit montage d'exemples de tutoriels et d'ateliers. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer l'écriture en classe virtuelle. Zoom propose 3 possibilités. La première, c'est avec le bouton « Converser », qui est une messagerie instantanée. La deuxième, c'est en utilisant le tableau blanc. Et enfin, la dernière, c'est en partageant son écran, en ouvrant un document Word qui vous est utile pour votre cours. Comment utiliser le tableau blanc avec vos étudiants? Alors, pour ce faire, il faut cliquer ici sur « Partager l'écran ». Vous cliquez sur tableau blanc et vous mettez partager. À partir de ce moment-là, j'ai mes participants qui peuvent finalement voir le tableau blanc. Je ne peux pas dire que je suis une grande spécialiste dans ce domaine, c'est-à-dire à enseigner aux enfants en ligne. Je suis surtout habituée à enseigner en présentiel. Moi, j'ai installé sur mon ordinateur cette bibliothèque Biblio-Manuel. Et alors, la première fois, j'ai travaillé en ligne avec Clémentine. J'ai pris le sujet qu'on étudiait à l'époque avec les enfants. Alors, c'était la nourriture. Voilà. Et alors là, tout est vraiment très sympathique. Donc cet atelier, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter quelques fonctionnalités et on va chercher à lier en fait ces fonctionnalités à des cours de français pour des grands débutants. Alors, si vous avez été là lors du premier atelier où on vous a présenté des fonctionnalités, on va les représenter, d'accord? Sauf qu'à chaque fois, on va vous montrer un exemple en fait de lien avec un cours fait pour les grands débutants. Alors, je choisis édito A1, A2, B1, B2. Il y a 2 possibilités. Soit je peux faire des exercices complémentaires. Il y a aussi moyen de télécharger les ressources audio et vidéo pour le cahier, pour le livre, pour les vidéos. Il y a les prénoms qui s'affichent sur les étiquettes. Est-ce que vous obligez les auditeurs de s'afficher avec une vidéo? Parce qu'il y a certains, comme ici par exemple, c'est que je vois que des noms, bon, pas que des noms, mais plusieurs personnes ne s'affichent pas en vidéo. Donc, également, les étudiants… J'ai moitié-moitié. Voilà. Moi, j'oblige parce que c'est pas possible de ne pas voir la réaction de l'étudiant. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Là, on est en ligne, mais là, je dois voir s'il est toujours là sur Zoom, s'il est devant son écran, s'il travaille. Voilà. Sinon, je demande chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà, donc je reprends la présentation. Là, vous avez eu un exemple, 3 petits exemples de tutoriels et d'extraits d'ateliers qui montrent effectivement comment en fait on part des pratiques des professeurs et comment on essaye avec eux de construire une connaissance partagée, une expérience partagée pour effectivement arriver à ce que chacun se monte en compétence sur l'enseignement
à distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les professeurs ayant très peu d'expérience, les réticences ont été nombreuses au départ sur le réseau ukrainien, et effectivement le fait d'avoir des témoignages de professeurs qui sont dans les mêmes situations qu'eux et qui ont expérimenté, qui peuvent montrer ce qu'ils font, est très, très utile et très efficace. Alors simplement, juste pour finir, je voudrais parler du réseau, d'animation d'un réseau que vous connaissez bien, IFProf, bien sûr, dans le sens où ces réseaux qui préexistent à la crise sont forcément des réponses en période de crise. IFProf est une plateforme qui existe en Ukraine depuis 3 ans, sur laquelle effectivement on a amené progressivement les professeurs à venir mutualiser, chercher de l'information, chercher des ressources pédagogiques, et de ce fait, en période de crise, une plateforme type IFProf va être très fortement utilisée et intéressante pour accompagner les réseaux d'enseignants. Pour l'Ukraine, IFProf a été conçu comme le point unique point de convergence de toute l'information à direction des professeurs de français. Du coup, on a essayé d'amener progressivement tous les professeurs à venir sur cette plateforme pour y trouver de l'information. Alors, dans un premier temps, on a souhaité y verser des ressources pédagogiques en finançant de la publication. On a progressivement amené les professeurs à l'utilisation en formant les professeurs un petit peu partout en Ukraine. Les professeurs, là, je parle pas simplement des professeurs des réseaux Alliance française, Institut français, mais aussi des écoles et des universités. L'idée aussi, à un moment donné, on a commencé aussi à demander aux professeurs de publier sur IFProf leur retour d'expérience dans des stages auxquels ils pouvaient participer, des visites d'études auxquelles ils pouvaient participer aussi. Et donc, on a eu une utilisation d'IFProf par les professeurs pour rendre compte et partager leur expérience. Donc, déjà, un usage horizontal qui existait avec le réseau IFProf Ukraine. Dernier on va dire, façon de faire aussi pour accompagner le développement d'IFProf ici en Ukraine, c'est le lien qu'on a mis en place maintenant entre la formation Prof le Plus et le dispositif de formation Prof le Plus et IFProf Ukraine. Alors, pour les professeurs, par exemple, pour les professeurs qui participent aux formations dans les groupes Alliance française, obligation leur est donnée de publier une fiche pédagogique pour pouvoir prétendre à s'inscrire à un autre module. Ce que l'on commence aussi maintenant avec les professeurs qui commencent en formation au printemps. Là, on a 110 professeurs de tout le pays qui commencent en formation. On intègre à Prof le Plus la publication de ressources sur IFProf. Donc, les liens entre Prof le Plus et IFProf vont nous permettre aussi de développer ce réseau. Tout ça pour dire que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, type Facebook, Instagram ou autres, IFProf, contribuent fortement à accompagner les professeurs et le développement des compétences des professeurs dans des périodes comme les périodes de crise. Je parlais tout à l'heure de la francophonie en Ukraine. On a créé ce label francophonie en Ukraine pour, bien sûr, valoriser, promouvoir la langue française et valoriser la francophonie en Ukraine, aussi pour permettre lors des événements autour de la francophonie, avec les ambassades francophones, de pouvoir avoir un lieu qui ne soit pas lié à une institution, mais qui soit rattaché à une communauté des francophones. Donc, on a créé, en Ukraine a été créé ce réseau de francophones il y a maintenant plusieurs années. Cette communauté s'est structurée avec un site web qui permet d'informer, de diffuser, donner de l'information sur la francophonie, la langue française en Ukraine, une page Facebook qui permet de rendre visibles les projets qui sont menés dans le pays autour de la francophonie, et un
compte Instagram aussi depuis quelques temps pour y héberger des projets autour de la francophonie. Alors, pourquoi je parle de ce réseau qui n'a rien à voir avec les profs, qui a quand même aussi à voir avec les profs? D'abord parce que les profs, ils sont très représentés. Et ensuite parce que ce réseau sert pour accompagner le travail des professeurs, ne serait-ce que pour déjà leur permettre de rendre visibles leurs actions, mais aussi toutes les actions tous les concours qui sont organisés, et toute l'animation qui peut être organisée sur ce réseau a un intérêt pédagogique, et on essaye justement de valoriser ce qui est fait sur ce réseau francophone pour donner des pistes de travail aux professeurs. Donc, depuis le début du mois de mars, on a souhaité utiliser justement ce réseau-là pour essayer de donner des occasions aux professeurs d'activités avec leurs élèves pour travailler à distance. Donc, sur Instagram, on a pu créer, par exemple, un concours vidéo qui a eu lieu en mars. Actuellement, il y a un concours de dessin, Mon confinement de rêve. On a lancé actuellement aussi une campagne de recueil de conseils de francs confinés. Toutes ces initiatives, on met une information sur IF-Prof et on essaye de donner des pistes pédagogiques aux professeurs pour les utiliser avec leurs élèves. Donc sur IF-Prof, on a, là, comme sur cet exemple, des propositions didactiques pour utiliser en période de confinement, pour participer en période de confinement à ce concours de dessin que l'on a mis en place sur ce réseau de francophones. Voilà un petit peu ce que je voulais dire très rapidement. Merci pour votre écoute et je vous écoute. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette présentation. Alors, il y a déjà une première question. Je pense que je peux y répondre. Les tutoriels sont en accès libre et en français. Sur la chaîne YouTube, elle est ouverte à tous et les contenus sont en français? Oui, tous les contenus sont en français et que ce soit le Padlet comme la chaîne YouTube, tout est ouvert. D'accord. Donc, la chaîne YouTube, c'est Francophonie Ukraine et on mettra les liens. Ouais, on mettra les liens sur le groupe IF-Prof, coronavirus, les réponses des établissements. Martin va faire afficher un petit lien qui vous permettra d'ouvrir cette page-là directement dans un nouvel onglet. Vous ne nous quitterez pas, mais vous l'aurez de près pour rejoindre le groupe après. Les tutoriels et les ateliers, alors une question, qui les fait? Combien de personnes sont investies, j'imagine, dans la création de ces ateliers? Alors, pour le montage, on a deux coordinatrices pédagogiques au niveau de l'Institut français qui travaillent un peu plus que les autres. Mais effectivement, quand, par exemple, tout à l'heure, on va passer le teaser de l'atelier qui a été organisé vendredi dernier par l'Alliance française de l'IPRO, l'organisateur de l'atelier va s'enregistrer. Et donc, on a l'enregistrement en direct de l'atelier. Donc, on peut mettre à disposition très facilement, ça ne demande pas beaucoup de travail pour mettre à disposition la totalité de l'atelier en rediffusion. Et après, ensuite, effectivement, en fonction de ce que l'on perçoit comme étant des éléments un peu saillants dans l'atelier ou à mettre en avant, on va effectivement faire un petit peu de montage. Voilà, mais ce sont deux collègues qui s'occupent de ce travail-là. D'accord. Et une question aussi, enfin une double question, c'est est-ce que tout le monde participe, surtout avec le temps? Est-ce que certains n'ont pas l'impression de maîtriser le sujet, donc ne viennent plus? Comment en fait maintenir la motivation? Là, l'idée de notre travail en tête de réseau, c'est-à-dire au niveau national, c'est de proposer des outils et du contenu de façon assez large. Et ensuite, à charge aux différentes équipes des écoles de langue, des alliances et de l'Institut, de s'emparer en fonction de l'accompagnement qu'ils souhaitent de façon et des besoins qu'ils ont par rapport à leurs équipes de professeurs. Ceci dit, effectivement, on a un dialogue permanent avec les équipes.
de direction des écoles et on a évolué dans les propositions que l'on fait au niveau national d'outils pour l'accompagnement des professeurs. Donc on est dans un dialogue et permanent avec les écoles et c'est de cette façon qu'on adapte en fonction des besoins qui sont repérés. Mais il est vrai que, alors ce qui est intéressant de voir sur les ateliers, certes, on a un réseau qui globalement monte en compétences, mais on a quand même des professeurs qui reviennent. Certains ateliers, on les a fait deux fois sur la même thématique. Et on a quand même des professeurs qui reviennent parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, parce que peut-être ils ont besoin ils veulent mieux comprendre. Voilà, donc on a des professeurs qui reviennent sur des questions qui ont déjà été abordées. Mais globalement, effectivement, on est maintenant sur une phase de mobilisation du réseau sur la structuration d'une offre en ligne avec des propositions tout intégrées. Voilà. Où l'on aurait, pour essayer de petit à petit de quitter le cours en présentiel, où le professeur a basculé avec son manuel papier qu'il montre encore à la caméra, mais avec des propositions d'intégration d'autres outils numériques et une réflexion beaucoup plus intégrée sur pour l'organisation des séances de classe. D'accord, merci beaucoup. Peut-être Rosane, je ne sais pas, est-ce que sur cette question de la motivation par rapport à ce qu'on propose comme accompagnement, est-ce que ça retombe effectivement? Est-ce que ça se maintient et comment gérer ça? Je pense, oui, enfin moi je pense tout à fait comme ce que vient de dire Fabrice, qu'il faut vraiment continuer à faire évoluer nos équipes vers de l'innovation pédagogique parce qu'en fait, le face-à-face et l'effet de diligence, c'est-à-dire de reproduire le présentiel à distance, ça va fatiguer tout le monde, ça va fatiguer les élèves, ça va fatiguer aussi nos professeurs parce que c'est très prenant d'un point de vue cognitif aussi d'être toujours en première ligne pour le professeur. Donc, il faut vraiment faire évoluer les pratiques. Et puis, on n'est pas obligé de tout faire en synchrone. Il y a même des parties qui peuvent être des modalités de travail ou des compétences qui peuvent être même plus efficaces à faire à distance. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va faire aussi tenir nos équipes, maintenir la motivation, voir qu'ils continuent à progresser, qu'ils continuent à évoluer. C'est très important. Voilà, donc je partage tout à fait ton point de vue, Fabrice. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci pour la qualité de ces échanges, pour avoir montré comment on pouvait maintenir sa communauté d'enseignants soudés, formés, en prendre soin. C'est des choses très importantes. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Vous étiez encore une fois très nombreux. Il y a d'autres questions, on n'a pas pu tout aborder, mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe IFProf pour les poser, pour échanger avec des collègues. Tous les webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. On va mettre le lien dans le chat, également peut-être avec une petite pop-up pour que vous puissiez retrouver ça très rapidement. Et voilà. Martin l'a partagé. Et donc, n'hésitez pas à continuer. Nous allons continuer à vous proposer des webinaires chaque semaine. N'hésitez pas à venir, à les partager, à discuter, à échanger avec nous. Et merci encore une fois pour cette belle mutualisation, Fabrice et Rosane. Et bonne continuation à vous. Merci, Jérôme. Merci à vous. Et avec la bande-annonce de l'atelier. Un petit teaser, oui, on va lancer un petit teaser donc d'une vidéo qui va être prochainement disponible sur la chaîne YouTube. Elle est disponible. Elle est disponible. Donc voilà, un petit teaser pour terminer le webinaire et vous pourrez aller sur la chaîne YouTube de Francophonie en Ukraine pour voir ce tutoriel qui est un tutoriel sur Apollearn. Donner envie à des professeurs de se lancer sur Apollearn et l'utilisation d'une plateforme qui intègre la totalité de la communication, de la relation avec ses élèves. D'accord. Merci beaucoup à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.
L'idée, voilà, c'est de vous présenter quelques atouts et fonctionnalités d'ApoLearn. Dans ce dossier, je voudrais mettre aussi l'emploi du subjonctif. Donc, comme vous voyez, c'est très facile. Ici, vous pouvez trouver beaucoup de ressources pour vos classes. Oui. Ici, ils peuvent écouter, répondre à des questions. Voilà. Et chaque tâche que vous pouvez donner, c'est la tâche de production écrite et de production orale. Il y a un aspect qui est très intéressant aussi, c'est l'autocorrection. Le suivi est facilité pour l'étudiant comme pour l'enseignant. Il clique seulement sur avec application et hop, ils sont à la fois sur ApoLearn et sur Zoom. Et je vais vous montrer les exercices que j'ai déjà créés. Après, je vais expliquer comment je l'ai fait. Et créer des documents collaboratifs, ça permet des coopérations en dehors de la classe. Et aussi la possibilité de conserver les exercices, les activités et les modules et partager vos ressources avec vos collègues. C'est un commentaire de 2 minutes et moi, j'ai expliqué tout ce que j'ai mis en rouge. Voilà, et l'apprenante a adoré. Bien sûr, moi, je peux me passer de cet outil, mais je ne le veux plus.